La remise en question du capitalisme au début du XXe siècle. Entre 1900 et 1939, on assiste à de vastes mouvements de contestation populaire, tant en Europe qu'en Amérique du Nord. Ces mouvements dénoncent notamment les effets négatifs du libéralisme et du capitalisme sur la classe ouvrière. Le libéralisme et le capitalisme profitent essentiellement à une classe sociale, la bourgeoisie d'affaires. C'est elle, en effet, qui détient à la fois les capitaux et les moyens de production et, par conséquent, qui accumule les profits. La classe ouvrière, qui représente la majorité de la population, ne détient quant à elle ni capitaux ni moyens de production, ce qui l'exclut du partage des profits. Elle ne peut compter que sur sa force de travail pour laquelle elle obtient un salaire. Cette situation a pour effet de creuser les écarts de richesse entre la bourgeoisie d'affaires et la classe ouvrière, ce qui provoque une remise en question du capitalisme et l'émergence de nouvelles idéologies politiques. Certaines de ces idéologies, comme le socialisme et le communisme, font partie des mouvements politiques qu'on appelle de gauche. On y retrouve des idées progressistes visant, par exemple, une meilleure répartition de la richesse et une plus grande justice sociale. D'autres font plutôt la promotion de politiques conservatrices, basées, par exemple, sur l'ordre, l'autorité et l'identité nationale. Ces idéologies font partie des mouvements politiques de droite ou encore d'extrême droite, comme le fascisme. Cette notion de gauche et de droite, qui sert aujourd'hui encore à comparer les idéologies et à les regrouper en grandes familles politiques, remonte à la Révolution française. À cette époque, les députés favorables à l'ordre établi, en particulier les membres de l'aristocratie et du clergé, se regroupaient traditionnellement à la droite du président de l'Assemblée, tandis que ceux qui faisaient la promotion de réformes ou d'idées progressistes se regroupaient à sa gauche. Le socialisme, un mouvement politique de gauche, est né au début du 19e siècle, notamment sous l'influence du Britannique Robert Owen. Ses partisans luttent, entre autres, contre les injustices sociales et économiques provoquées par l'industrialisation et le capitalisme. Dans la pensée socialiste, l'État a la mission de privilégier l'intérêt du plus grand nombre, autrement dit celui des classes populaires, plutôt que les intérêts particuliers des industriels et de la bourgeoisie d'affaires. Pour ce faire, l'État encourage, par exemple, la propriété collective des moyens de production plutôt que la propriété privée. Dès les années 1920, sous la pression des syndicats et des partis ouvriers, des États comme le Royaume-Uni et la France adoptent certaines politiques socialistes, mais sans pour autant rejeter le système capitaliste. Par exemple, leur gouvernement limite les pouvoirs des entreprises et accorde aux syndicats le droit de grève. Ils instaurent également la semaine de 40 heures et les congés payés, et offrent certains services publics gratuits à la population. Le communisme est une doctrine de gauche qui s'inspire fortement du socialisme, mais dans une version plus radicale. Cette idéologie, à la fois politique et économique, apparaît au milieu du 19e siècle sous l'influence des philosophes allemands Karl Marx et Friedrich Engels. Dans leur Manifeste du Parti communiste, qu'ils publient en 1848, Marx et Engels font la promotion d'une société égalitaire dans laquelle les classes sociales n'existent plus. Ils soutiennent également que seule une révolte populaire peut, d'une part, mettre fin au capitalisme et, d'autre part, permettre aux prolétaires, autrement dit aux ouvriers et aux paysans, de prendre le pouvoir. Sur le plan économique, le communisme repose sur la mise en commun des moyens de production, abolissant ainsi la propriété privée pour la remplacer par la propriété collective. L'État a, dès lors, la responsabilité de gérer les capitaux et l'économie, tandis que les travailleurs ont celle de gérer les entreprises. C'est en Russie, en 1917, que l'on tente pour la première fois d'appliquer certains principes du communisme.
Vladimir Ilitch Ulyanov, dit Lénine, et ses partisans bolcheviques s'emparent alors du pouvoir. Appuyé par les ouvriers et les paysans, Lénine instaure un régime communiste dans l'ancien empire russe qui devient, en 1922, l'Union des républiques socialistes soviétiques, autrement dit l'URSS. Le fascisme, une idéologie radicale d'extrême droite, apparaît en Italie à la fin de la Première Guerre mondiale. Le premier parti fasciste est fondé en 1919 par Benito Mussolini, un ancien combattant ultranationaliste qui sera à la tête du gouvernement italien entre 1922 et 1943. Le fascisme s'oppose non seulement au libéralisme et au capitalisme, mais aussi au syndicalisme, au socialisme et au communisme. Il prône le culte du chef de l'État, dont le rôle est de guider la nation de gré ou de force grâce à l'appui d'une armée aussi présente qu'imposante. Ses partisans font la promotion d'un État tout-puissant, dirigé par un parti unique. Leur devise est « Tout dans l'État, rien hors de l'État et rien contre l'État ». Le fascisme de Mussolini va influencer plusieurs politiciens en Europe, en particulier Adolf Hitler, qui s'en inspire pour imposer en Allemagne sa propre idéologie d'extrême droite, le nazisme, aussi appelé le national-socialisme. En plus d'être hostile à la démocratie et à la liberté de presse, le nazisme s'oppose au libéralisme, au syndicalisme et au communisme. Pour rallier la classe ouvrière, il prône l'union des classes sociales en une seule grande communauté, le peuple allemand. Hitler s'appuie également sur des théories racistes et antisémites pour faire valoir la supériorité des Allemands sur les autres nations. Comme Mussolini, Hitler instaure un régime totalitaire et autoritaire. Sa devise est « Un peuple, un empire, un Führer ». La propagande nazie et fasciste va par ailleurs rayonner jusqu'en Amérique du Nord. Au Canada et au Québec, les gouvernements vont même tolérer pendant un certain temps les groupes politiques ouvertement nazis ou fascistes. C'est le cas du Parti national social-chrétien, fondé par Adrien Arcan en 1934. Ce parti, qui souhaite implanter le nazisme dans l'Empire britannique, obtient cependant peu d'appui au sein de la population québécoise. En 1940, en vertu de la loi sur les mesures de guerre, les organisations fascistes et nazies vont être déclarées illégales au Canada et leurs dirigeants seront emprisonnés. Quant au communisme et au socialisme, ils trouvent eux aussi peu de sympathisants au Québec. Il faut dire que l'Église catholique, les élites politiques et les journaux condamnent publiquement ces idéologies de gauche. En 1937, le gouvernement Duplessis va même adopter la loi du cadenas. Celle-ci permet aux policiers de perquisitionner et de fermer tout commerce et tout organisme qui fait la promotion d'idées communistes. Au Québec, l'idéologie politique dominante est le clérico-nationalisme. Ce courant de pensée se développe dans les années 1920 sous l'influence d'une partie du clergé et de l'abbé Lionel Groulx. L'idéologie clérico-nationaliste ne s'oppose pas au capitalisme, mais elle en critique par contre les abus. Pour protéger les intérêts de la classe ouvrière canadienne-française, tout comme ceux du patronat, elle recommande une plus grande implication du clergé dans le monde du travail. Cette idéologie défend, par ailleurs, des valeurs traditionnelles comme la langue française, la religion catholique et la vie rurale. Au cours de cette période où les élites canadiennes françaises adhèrent au clérico-nationalisme, mais restent plutôt méfiantes à l'égard des idéologies de gauche comme le socialisme et le communisme, un tout nouveau courant de pensée fait son apparition, le keynésianisme. Cette théorie, élaborée dans les années 1930 par l'économiste britannique John Maynard Keynes, remet en question la façon dont s'est développé le capitalisme pendant l'industrialisation. Aux yeux de Keynes,
L'État a un rôle à jouer pour stabiliser l'économie, et ce afin d'éviter le chômage et les crises liées aux excès du libéralisme et du capitalisme. Au-delà de toutes les idéologies politiques, c'est sans doute cette idée d'intervention de l'État dans l'économie qui va le plus influencer le Québec, en particulier dans les années 1960, lors de la Révolution tranquille.